C'était dans le quartier de Cocody, à Abidjan, un après-midi chaud et calme. Eric, un jeune homme d'environ 27 ans, marchait lentement dans la ruelle en terre rouge qui menait vers sa maison. Il portait une chemise légèrement froissée, son sac en bandoulière et ses chaussures usées par la marche. Autour de lui, les enfants jouaient avec des pneus, les femmes lavaient leurs casseroles devant les maisons, et les hommes jouaient aux dames à l'ombre des manguiers. Eric saluait tout le monde avec un sourire. Il était respecté. Pas pour sa richesse, il n'était pas riche. Mais pour son courage et son cœur. Il était éducateur bénévole dans une petite ONG du quartier, qui aidait les jeunes à éviter les pièges de la rue. Mais ce jour-là, il rentrait avec le cœur lourd. Il venait d'apprendre que la parcelle où vivaient ses parents depuis 20 ans allait être rasée. Un promoteur immobilier, avec des papiers douteux, avait décidé de réaménager la zone. Des hommes en costume étaient venus dire aux familles de partir. Sans compensation. Sans explication. Eric poussa la vieille porte en bois de la cour familiale. Sa mère, assise sur une natte, triait du riz. Son père, affaibli par les années, dormait sous le hangar. Eric s'agenouilla près de sa mère et lui annonça la mauvaise nouvelle. Elle ne dit rien. Juste un soupir. Puis, d'une voix calme, elle murmura, « On a déjà été chassé une fois. » Pas encore. Cette phrase resta gravée dans la tête d'Eric. Il se leva, regarda le ciel rouge du soir, puis fit un serment silencieux, « Je ne laisserai plus personne voler ce qui nous appartient. » Eric se mit à fouiller, chercher des papiers. Il consulta des voisins, alla voir le vieux chef de quartier, puis fouilla les archives communales. Il voulait comprendre comment, du jour au lendemain, un homme pouvait venir avec des documents signés et prétendre que cette terre n'était plus à eux. Il découvrit vite que ce promoteur avait l'habitude d'agir ainsi. D'autres quartiers pauvres avaient été détruits. Les habitants chassaient comme des animaux. Certains n'avaient même pas eu le temps de prendre leurs affaires. Un soir, dans un petit maquis, il rencontra un ancien fonctionnaire qui lui raconta, « Ce sont des réseaux bien organisés. Ils ont des complices partout. Même dans la mairie. Si tu parles trop, ils vont s'occuper de toi. » Eric répondit calmement, « S'ils ne me tuent pas, je vais les exposer. » Il commença alors à rencontrer d'autres jeunes comme lui. Certains avaient aussi été victimes. Il forma un petit groupe, qu'ils appelèrent les Veilleurs de Cocody. Leur mission, informer, filmer, recueillir des témoignages. Petit à petit, leur page Facebook devint populaire. Les vidéos montraient les visages des familles expulsées, les pleurs des enfants, les silences des autorités. Mais tout ne fut pas facile. Un matin, en se rendant au centre, Eric trouva les vitres brisées. Des papiers brûlés. Un message peint sur le mur, « Fermez là ou vous disparaîtrez. » Il eut peur. Oui. Mais il ne recula pas. Il savait qu'il ne se battait pas seulement pour sa maison. Mais pour tout un quartier. Pour toute une génération. Un jour, une jeune fille du quartier, Aline, frappa timidement à la porte du centre. Elle avait les yeux gonflés de larmes. Elle raconta qu'elle avait été abusée par un homme influent, propriétaire d'un immeuble où vivait sa tante. L'homme lui avait promis de l'aider à trouver un travail. Mais au lieu de ça, il l'avait piégée. La tante, par peur de perdre son logement, avait demandé à Aline de se taire. Elle était partie de la maison et dormait maintenant chez une amie, sans ressources. Eric l'écouta attentivement, le cœur serré. Il lui dit doucement, « Tu n'es pas coupable. Tu as été trahi. Ici, on ne juge pas. On aide. » Avec l'accord d'Aline, ils enregistrèrent son témoignage, visage caché. La vidéo toucha beaucoup de personnes. Des dons arrivèrent. Une avocate contacta Eric pour défendre la jeune fille. Le dossier fut ouvert. Et pour la première fois, Aline se sentit protégée. Mais l'homme en question n'était pas n'importe qui. Il avait des amis dans la police, dans les médias. Très vite, Eric reçut un appel étrange, « Laisse tomber cette histoire, petit. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. » Il raccrocha sans répondre. Le soir même, il organisa une réunion avec les veilleurs. Il leur dit, « Ce combat est dangereux. Mais il est juste.
Personne n'est obligé de continuer. Certains baissèrent la tête, inquiets. Mais la plupart dirent, on est ensemble. Grâce au soutien populaire, une marche fut organisée. Des pancartes disaient, justice pour Aline, stop à l'impunité. Des journalistes étrangers relayèrent l'affaire. Le visage d'Aline flouté, mais sa voix claire, fut diffusée à la télévision. Eric commençait à attirer l'attention. Trop d'attention. Un soir, en rentrant, 2 hommes sur une moto le suivirent. Il les vit dans le rétroviseur. Il changea de direction. Ils accélérèrent. Puis soudain, ils disparurent. Eric rentra chez lui, le cœur battant. Il comprit que le danger était réel. Mais il pensa à sa mère. À Aline. Et à tous les autres. Il murmura, je ne reculerai pas. La pression montait. Dans le quartier, les langues se déliaient. D'autres filles, d'autres familles commencèrent à parler. Une mère pleura devant Eric, mon fils a été tué par ces gens-là parce qu'il refusait de quitter notre maison. Et ils ont dit que c'était une bagarre de rue. J'ai jamais eu justice. Eric prenait note de tout. Il enregistrait, classait les témoignages. Il savait que la mémoire était une arme. Les autorités locales commencèrent à s'agiter. Une convocation arriva chez lui. On l'accusait des incitations à la révolte. Il alla au commissariat, accompagné d'un avocat et de quelques membres de l'ONG. Il répondit calmement aux questions. En sortant, un officier lui glissa, « Tu es courageux. Mais fais attention. Tout le monde n'aime pas la vérité. » Le soir, il alla s'asseoir sur le banc en face de chez lui. Le quartier était calme. Une vieille femme passa et lui dit, « Mon fils, tu es comme un arbre debout pendant la tempête. Que Dieu te garde. » Il sourit, ému. Puis il regarda le ciel. Il se dit que, peut-être, sa vie n'allait plus jamais être tranquille. Mais il ne voulait plus fermer les yeux. Dans les jours qui suivirent, une rencontre fut organisée à la mairie entre les représentants du quartier et les responsables municipaux. Grâce à la mobilisation populaire, les expulsions furent suspendues. Un audit des titres fonciers fut annoncé. Ce n'était pas encore la victoire, mais c'était un premier pas. Un matin, alors qu'il buvait son café devant le centre, un jeune garçon s'approcha de lui. Il avait 12 ans, les vêtements déchirés, les yeux brillants. Il dit, « Grand frère, je veux devenir comme toi plus tard. Je veux défendre les gens. » Eric le regarda longtemps. Puis il lui sourit, « Alors, commence aujourd'hui. Apprends. Lis. Écoute. Et surtout, n'aie jamais peur de dire la vérité. » Le lendemain matin, Cocody se réveilla sous un ciel lourd. Les nuages étaient sombres, comme si la ville sentait que quelque chose d'important allait se passer. Eric, debout devant son miroir, ajustait sa chemise. Il se regardait avec sérieux, se rappelant son père, son serment, et tout ce qu'il avait promis de défendre. En sortant de chez lui, il trouva un petit papier glissé sous la porte. Il le prit et lut, « Tu parles trop. La prochaine fois, ce sera ton silence éternel. » Il respira un grand coup, froissa le papier et le mit dans sa poche. Ce n'était pas la première menace. Mais il avait appris à ne plus fuir. Pendant ce temps, Aline, de son côté, avait été invitée à parler dans une grande école. Elle raconta son histoire avec émotion. Les élèves étaient bouleversés. Beaucoup pleuraient. D'autres lui posaient des questions, curieux de savoir comment elle avait eu la force de se relever. « J'ai survécu parce que j'ai rencontré des gens qui ont refusé de se taire. Des gens comme Eric. » Dans l'après-midi, Eric fut appelé à intervenir dans un quartier voisin. Une bagarre avait éclaté entre des habitants et des hommes venus marquer des maisons, pour le développement urbain. Mais les familles comprenaient bien que c'était une ruse pour les expulser. Eric arriva sur les lieux avec 2 collègues. Il leva la main, « Calmez-vous, s'il vous plaît. On va régler ça dans l'ordre. » Mais soudain, une pierre vola et toucha l'un de ses collègues à la tête. Le chaos éclata. Dans la bousculade, Eric fut pris à partie par 2 hommes en civil. Ils tentèrent de le faire tomber, de le frapper. Mais il se défendit. Un homme sortit une arme.
La foule cria. Puis, un coup de feu. Tout s'arrêta. Éric tomba à genoux, les mains sur sa chemise ensanglantée. Les gens hurlèrent. Certains coururent vers lui. D'autres prirent la fuite. Un jeune homme le soutint. Tenez bon, grand frère. On appelle une ambulance. Éric ouvrit à peine les yeux. Il murmura, ne les laissez pas gagner. Protégez ce quartier. Puis il perdit connaissance. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital. Aline accourut, les larmes aux yeux. Elle tenait la main d'Éric sans relâche. Elle lui parlait à l'oreille, tu m'as sauvé la vie. Maintenant c'est à moi de te sauver. Reste avec moi. Les médecins firent tout ce qu'ils purent. Les heures passèrent, longues, angoissantes. Finalement, dans la nuit, le médecin sortit de la salle d'opération, il est en vie. Mais il aura besoin de repos et de force. Les jours suivants, les réseaux sociaux racontèrent son acte héroïque. Des journalistes vinrent l'interviewer à l'hôpital. Une enquête fut ouverte. Les responsables du réseau de spoliation des terrains furent arrêtés. Quand Éric sortit enfin de l'hôpital, affaibli mais souriant, le quartier entier l'attendait. Des pancartes disaient « Merci Éric. Le frère du peuple, le serment a été tenu. » Il monta sur une petite scène improvisée, Aline à ses côtés. Il prit la parole, la voix faible mais claire, « Je ne suis qu'un homme. Mais ensemble, nous sommes une force. N'ayons plus peur. Parlons. Agissons. Aimons notre quartier. » Des larmes coulèrent sur bien des visages. Ce jour-là, Cocody comprit que la vraie force ne vient pas de l'argent ou du pouvoir. Elle vient du cœur. Du courage. De l'humanité. Éric avait changé le destin d'un quartier. Et peut-être même d'un pays tout entier. Fin.